Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les passions d'un Hébreu avec nos podcasts politiques. Je fais suite aujourd'hui au dernier mis en ligne. Il est difficile pour un Premier ministre de réformer le système judiciaire et de contrôler les forces de l'ordre politisées alors qu'il est lui-même confronté à un procès. Les actes d'accusation et le procès ultérieur menaçaient également de neutraliser sa capacité d'action. Comment échapperait-il au soupçon évident qu'il essaie de se sauver et qu'il est prêt, comme la gauche l'exprime de façon dramatique à ce sujet de discussion, à écraser le système judiciaire juste pour sauver sa propre peau? Il est vrai qu'il est peu probable qu'une réforme judiciaire puisse interférer avec un procès en cours, sauf peut-être en rendant les juges plus hostiles. Mais la perception est cruciale ici, et Netanyahou semblait donc pris dans une impasse. La question se résumait à ceci: les électeurs soutiendront-ils une réforme ou un nombre suffisant d'entre eux la considéreront-ils comme une décision cynique et intéressée de sa part? Les élections de novembre dernier tournaient, à mon humble avis, précisément autour de cette question, entre autres. Et les électeurs ont donné une réponse claire. Tout d'abord, la base du Likoud a rendu son verdict. La dernière série de primaires du parti a poussé presque tous les détracteurs virulents du système judiciaire vers le haut de la liste du parti. D'autres partis de droite ont alors fait de la réforme judiciaire une condition sine qua non pour rejoindre la coalition de Netanyahou. Tous ces partis, chacun crucial pour l'existence de la coalition, représente des secteurs minoritaires, national-religieux, ultra-orthodoxes, mizrahi traditionnels et orthodoxes, qui d'ailleurs avaient été boudés à un moment ou à un autre par un tribunal qui prétendait protéger les minorités contre la tyrannie de la majorité. Pourrait-on dire que la réforme judiciaire a galvanisé le soutien à la droite et lui a donné une nette majorité à la Knesset? Comme nous le savons, 64 sièges dans le bloc Netanyahou contre 56 dans le bloc qu'on peut appeler Never Bibi, y compris les partis arabes antisionistes dont la plupart ne rejoignent historiquement pas les coalitions. Netanyahou est un politicien avisé, et il semble avoir réalisé l'énormité de la vague de colère publique contre la Cour suprême impériale d'Israël. Il a probablement calculé qu'il pouvait soit surfer sur cette vague, soit être noyé sous elle. Et lorsqu'il est devenu clair que son propre électorat ne lui pardonnerait pas s'il tergiversait, il est allé à l'encontre de son caractère prudent et conservateur et de ses intérêts juridiques personnels et a mis son poids derrière la réforme judiciaire. Jusqu'à l'annonce des nominations ministérielles, beaucoup à droite étaient encore pessimistes. Netanyahou n'a jamais touché à l'oligarchie judiciaire auparavant, ont-ils dit. Et il trouvera également un moyen de l'éviter cette fois-ci. Plus inquiétant encore selon certains, il utilisera la colère du public comme levier pour intimider le tribunal avec le spectre de la réforme, puis abandonnera la réforme en échange d'un accord de plaidoyer. Les deux côtés de cet argument, cependant, se sont mis d'accord sur ce que serait le test décisif. Yariv Levin, personnage réputé pour son honnêteté et sa calme détermination, est arrivé deuxième après Netanyahou aux primaires du Likoud. Il est un critique de longue date de l'activisme judiciaire. Les intentions de Netanyahou, tout le monde le savait, seraient rendues claires par ce test. Nommerait-il ou non Yariv Levin ministre de la Justice? Fin décembre, la chose fut faite et entérinée. Netanyahou est un homme prudent et d'un pragmatisme très prudent. Ça a d'ailleurs été la marque de ses 5 mandats précédents au bureau de Premier ministre. Cependant, il semble maintenant qu'il soutiendra le plan de Levin pour enfreindre à la règle des juges. Il va également sans dire
que l'oligarchie ne va pas s'endormir. Tous les tambours de guerre battus sauvagement par le cœur de la presse, des universités, des ONG, des politiciens de gauche de tous bords et pratiquement tous les autres bastions d'une classe dirigeante en déclin seront mobilisés. Pétitions, vidéos de propagande, interviews, couvertures ininterrompues, manifestations, articles d'opinion, le tout joyeusement amplifié par un média de masse américain qui annonce fièrement son affiliation au Parti démocrate et considère Netanyahou comme un allié des républicains. Allez vous y retrouver. Le président de longue date de la Cour suprême, le célèbre et éponyme Aaron Barak, surnommé en plaisantant à droite le président de l'État profond, Deep State, est sorti de sa retraite et a donné une série d'interviews télévisées menaçantes. Il a déclaré étrangement que l'annonce de la réforme par Levin était illégale et que Levin lui-même est un criminel, qu'il aurait démissionné s'il avait été en fonction et que la réforme avait été promulguée et qu'il regrette que le ministre Levin ne me l'ait pas demandé en premier, comme si les élus avaient besoin de son autorisation pour mener à bien leur politique. Il a qualifié la réforme de collier de perles empoisonnées. Quant à l'actuelle présidente de la Cour suprême, la juge Esther Chayyout, se permet-elle de critiquer publiquement la législation proposée? Néanmoins, elle est intervenue avec son propre discours combatif, ne donnant aucune indication qu'elle comprenait qu'une majorité d'Israéliens avait un problème avec sa cour. Une pétition d'anciens procureurs généraux et procureurs d'État, dont beaucoup étaient également des juges de la Cour suprême, a bien évidemment suivi. La réforme, ont-ils dit, détruira le système judiciaire israélien, acclamé et promu sans relâche par la presse et financé par des ONG basées aux États-Unis, comme le New Israel Fund à Keren Hadasha. Des manifestations sont orchestrées et une lutte permanente a été annoncée, apparemment calquée sur la campagne des élites américaines pour retirer Donald Trump de la Maison-Blanche. Des professeurs et des groupes de réflexion de gauche se sont précipités pour fournir des points de discussion expliquant au public pourquoi la réforme sonnerait le glas de la démocratie autrefois florissante d'Israël. Comme pour prouver ce que beaucoup de gens de droite ont dit, qu'il y a un élément ethnique et racial dans la lutte entre le tribunal et les autres branches du gouvernement, le tribunal a décidé de forcer Netanyahou à renvoyer son ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, le chef du parti orthodoxe Mizrahi Shas. Deri avait depuis longtemps été condamné pour corruption. Là-dessus, il n'y a aucun doute, et était revenu à la politique après la période de refroidissement requise de 7 ans. Il a ensuite fait l'objet d'une enquête pendant plus de 6 ans, se terminant là aussi par une accusation qui s'est avérée être une infraction technique mineure en matière de déclaration de revenus. Mais tout de même, il a mis fin à cette longue et ardue procédure judiciaire par un accord sur le plaidoyer qui ne comportait pas d'engagement formel de ne pas retourner à la politique, mais a néanmoins été accordé dans un contexte qui a laissé croire au juge qu'il envisageait, sincèrement, de prendre sa retraite. Eh bien, personne n'a protesté contre la décision de Deri de se présenter aux dernières élections à la tête de son parti. Mais ensuite, après que Netanyahou ait formé un gouvernement dépendant du Shas, les pétitions pertinentes se sont matérialisées au bon moment, et la Cour suprême l'a ensuite disqualifié après l'annonce de la réforme pour des motifs juridiques douteux. Oui, je dis bien des motifs juridiques douteux, et bien que la morale disqualifiait Aryeh Deri a priori. Bien sûr que je dénonce un certain nombre d'agissements de la gauche extrémiste, élitiste, mais il n'en est pas de moins que je reconnais, comme dans l'affaire Deri, un certain nombre de points sur lesquels je ne peux être en plein accord avec les décisions maximalistes de la réforme dont il est question.
Certes, la réforme est nécessaire, mais sans que le Arié Déry soit partie prenante de ce gouvernement, sans que les extrémistes d'un bord ou d'un autre aient, la possibilité de citer au sein de la voie publique, voie VOX, voie VOIE, et donc essayer de trouver un modus vivendi gouvernemental acceptable par tous, expliqué à tous, afin que l'État d'Israël et son gouvernement puissent assurer les enjeux qui nous attendent dès demain matin, non seulement en politique intérieure, avec la cherté de la vie, avec les problèmes de logement, avec les problèmes de la violence intrinsèque à la société civile, j'en passe et bien d'autres, mais sans oublier les dangers qui nous guettent à l'extérieur et sur lesquels nous reviendrons à d'autres moments, mais de véritables dangers, une véritable cocotte-minute bouillonne, c'est un magma souterrain. La seule question n'est pas de savoir si oui ou non l'explosion et l'implosion auront lieu, mais de savoir quand. Sur ces propos pas très engageants, mais qui doivent nous permettre de réfléchir et d'appréhender nos lendemains. Si oui ou non ils seront enchanteurs, comme je disais dans ma jeunesse, je vous souhaite le mieux et le meilleur, et je vous dis shalom shalom.